L'article que tu as publié sur ton Substack, je n'allais pas en parler ici, mais je pense que c'est vraiment important, alors je vais quand même le mentionner. Oui, tu y écris que 80% des Américains veulent que la guerre se termine, pas juste un cessez-le-feu. Tu parles aussi du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Et tu dis que le mieux que le Congrès puisse faire, c'est adopter un geste symbolique, sans effet contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Matt? Quelle est ta lecture de la situation? Je sais que tu parles de la guerre et de la façon dont le Congrès a essayé d'une certaine manière de mettre des obstacles pour empêcher Donald Trump de repartir en guerre. Tu dis que c'est un geste non contraignant, purement symbolique de leur part. Quelle est ta compréhension de tout ça? Eh bien, donc les deux, vous savez, et merci de m'avoir à nouveau invité, Nima. La Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis ont maintenant tous deux adopté des résolutions sur les pouvoirs de guerre, presque toutes avec le soutien du Parti démocrate, même si quelques républicains ont franchi la ligne et les ont soutenus. La résolution sur les pouvoirs de guerre a été adoptée par le Congrès en 1973, après la guerre du Vietnam. Elle est censée limiter la capacité du président à mener une guerre. Mais en réalité, elle n'a jamais été utilisée avec succès. Elle n'a été adoptée qu'une seule fois, en 2019, quand le Congrès américain a voté une résolution sur les pouvoirs de guerre pour tenter de freiner le rôle des États-Unis au Yémen. Donald Trump y a opposé son veto, et cela a marqué la fin de cette résolution. La résolution sur les pouvoirs de guerre peut suivre deux chemins. Le premier, c'est ce qu'on appelle une résolution conjointe. C'est ce qu'on a vu en 2019. Ce texte, en fait, cette résolution, est envoyée à la Maison-Blanche pour que le président la signe et qu'elle devienne loi. Mais évidemment, les gens se demandent, si le président est contre, pourquoi la signerait-il? Et c'est bien là tout le problème. Donc dans ce cas, une résolution sur les pouvoirs de guerre, adoptée sous forme de résolution conjointe, nécessiterait une majorité suffisante pour passer outre un veto présidentiel, ce qui n'arrivera pas. L'autre option, c'est de passer par ce qu'on appelle une résolution concurrente. Celle-ci ne va pas au président pour signature. Elle est simplement adoptée par le Congrès. Mais du coup, elle n'a pas de valeur légale. Et c'est pour ça qu'on la considère comme inconstitutionnelle. Même si, en 1973, le Congrès a dit qu'une résolution concurrente devait être respectée par le président, à ma connaissance, il n'existe aucune décision de justice qui le confirme. Les résolutions concurrentes ne concernent que les affaires internes du Congrès. C'est ce que le Congrès utilise pour fixer son calendrier ou pour exprimer sa position sur un sujet. En gros, pour publier une déclaration, une résolution. Donc, on n'a jamais vu de résolution concurrente adoptée dans le cadre de la loi sur les pouvoirs de guerre auparavant. Il n'y a aucun précédent, aucune décision de justice disant que oui, le président doit s'y conformer. En réalité, c'est même l'inverse. Il est bien admis que les résolutions concurrentes n'ont aucun effet sur le pouvoir exécutif. Et puis, il y a l'autre aspect de tout ça. Il n'y a aucun mécanisme d'application. Alors, que va-t-on faire? Le président va simplement l'ignorer. Peut-être qu'il y répondra, mais très probablement pas. Donc, que se passe-t-il ensuite? Comment le Congrès peut-il faire respecter ça? Vous voyez, c'est pour ça que la loi sur les pouvoirs de guerre a toujours été purement symbolique. Ça a toujours été un geste, jamais un outil réel pour empêcher les États-Unis d'entrer en guerre, pour les en retirer ou pour limiter la capacité du président américain à mener des opérations militaires. C'est donc, encore une fois, un geste symbolique. Et je pense que ça a toujours été son but. Ce n'était pas censé affirmer les pouvoirs du Congrès, ni rappeler que selon la Constitution, c'est au Congrès de déclarer la guerre.
C'est un pouvoir que la Constitution donne au Congrès, pas au président. Et donc, vous voyez, je pense que ça a toujours été comme ça. Le Congrès essaie de se couvrir, de montrer qu'il est contre la guerre, sans vraiment se salir les mains, sans que ça devienne compliqué, ni que le Congrès lui-même ait à s'opposer directement à l'exécutif. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. En fait, je crois que beaucoup de gens sont agacés par ça aussi. Ils adoptent ce genre de résolution une fois la guerre terminée. C'est du passé, quoi. Et je pense que c'est pour ça que le Congrès est l'institution la moins respectée aux États-Unis. Parce qu'ils font ça, ensuite ils se frappent la poitrine, ils s'en vantent, puis ils vont sur MSNBC pour s'en glorifier. Vous voyez? Tout ça, c'est de la mise en scène, du vide. Tout ça n'a aucun sens. Et en même temps, il y a juste quelques jours, on a vu le Pentagone dire « Eh bien, il va nous falloir 80 milliards de dollars pour couvrir cette guerre, pour payer ce qu'on vient de dépenser, à poursuivre cette guerre perdue, cet échec. » Et là, on se demande, est-ce que le Congrès va vraiment respecter sa propre résolution sur les pouvoirs de guerre? Est-ce qu'ils vont tenir compte du fait qu'ils ont eux-mêmes déclaré que cette guerre n'était pas autorisée, qu'elle était illégale, inconstitutionnelle, qu'elle était aussi insensée et contre-productive? Est-ce qu'ils vont rester cohérents et refuser de la financer? Ou est-ce qu'ils vont quand même la financer? Je crois qu'on connaît tous la réponse. Même les démocrates qui se présentent comme ceux qui s'opposent à Donald Trump, comme ceux qui s'opposent à une guerre injuste, illégale et inconstitutionnelle. Quand le moment viendra, regardez-les voter pour la guerre. Vous savez, c'est ça, la réalité de Washington. C'est comme ça que fonctionne la capitale. C'est aussi comme ça que se comporte le parti d'opposition à Washington. Mais surtout, c'est la réalité du gouvernement américain lui-même. Le Congrès n'a plus vraiment la capacité de contrôler le pouvoir de l'exécutif, surtout quand il s'agit de questions de guerre et de paix. Le seul, vraiment le seul levier qu'ils ont, la seule carte qu'ils peuvent jouer, comme aime le dire le président, c'est le financement. Et on n'a jamais vu le Congrès montrer une réelle volonté d'utiliser ce pouvoir-là, le pouvoir de la bourse, pour freiner l'exécutif. Certains vont citer le Vietnam et la suppression des fonds pour le gouvernement vietnamien en 1975. Oui, mais les troupes américaines étaient parties 2 ans plus tôt. On n'a jamais vu, par exemple pendant les guerres d'Irak ou d'Afghanistan, le Congrès des États-Unis chercher à limiter ou à couper les financements pour mettre fin à ces guerres. Simplement, non. Et je pense que la guerre d'Irak illustre bien cela. En 2006, on a vu le Parti démocrate prendre le contrôle du Congrès. Et les démocrates voulaient que la guerre continue, parce qu'ils pensaient que si elle durait encore en 2008, ce serait meilleur pour leur chance électorale, pour reprendre la Maison-Blanche. Je peux vous dire que c'est exactement la même chose avec le Parti démocrate aujourd'hui, en 2026. L'idée, c'est qu'ils veulent que la guerre continue, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir en tirer un avantage politique. Et si la guerre ne continue pas, on en a déjà parlé, eh bien ce que vous verrez, c'est le Parti démocrate, pas les démocrates qui viennent de gagner à New York, mais bien le Parti démocrate, le DNC, le DSCC, le DCCC, toutes les structures du parti, les démocrates de l'establishment, les Hakeem Jeffries, les Chuck Schumer, les Nancy Pelosi, les Steny Hoyer, et ainsi de suite. Vous les verrez s'opposer à un accord de paix que Donald Trump aurait conclu avec l'Iran, ce protocole d'accord, si jamais il se transforme en un véritable accord final. On verra les démocrates s'y opposer, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent en tirer un avantage politique en rejetant l'accord du président. Ils auront le soutien du lobby israélien. Leur espoir, c'est que les candidats de Donald Trump aux élections de mi-mandat de novembre, les partisans de l'America First, perdent le financement du lobby israélien.
ou ne soit plus soutenu, voire soit attaqué, pendant que ce même lobby appuierait des démocrates pro-israéliens. C'est comme ça que le Parti démocrate veut jouer cette carte. Soit la guerre continue et elle est désastreuse, soit ils bloquent, ils se battent, et ils essayent d'en tirer un bénéfice politique en s'alignant sur le lobby israélien pour empêcher tout accord possible. Matt, what do you make of the situation in Lebanon? Matt, que penses-tu de la situation au Liban? On a J.D. Vance qui en parle, en disant qu'il existerait un nouveau mécanisme entre l'Iran et les États-Unis pour gérer le dossier libanais. En gros, il dit que l'Iran va contrôler le Hezbollah et que nous, on va contrôler Israël ou quelque chose dans ce genre-là. Il ne l'a pas dit mot pour mot, mais c'est un peu l'idée, le sens de ce qu'il a voulu dire. Et puis, on voit le président du Liban qui déclare qu'il n'y aura pas de paix tant qu'Israël ne se sera pas complètement retiré du sud du pays. On sait bien que cet homme n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir et qu'il parle, en gros, comme Washington lui demande de parler, ou quelque chose d'approchant. Alors toi, comment tu comprends la situation dans le sud du Liban? What is your understanding of the situation in southern part of Lebanon? Je ne m'attendais pas du tout à ça de la part du président Aoun. Je ne suis pas un spécialiste du Liban, donc certains diront peut-être « Non, il a déjà tenu ce genre de propos ». Mais je ne crois pas. D'après ce que je comprenais de lui, comme tu l'as expliqué, Nima, c'était quelqu'un qui allait suivre la ligne des Américains et des Israéliens parce que c'était pour lui le meilleur moyen de garder le pouvoir. Mais c'est clair, le Liban est absolument central ici. C'est le front actif de cette guerre. Et c'est là que l'héritage de Donald Trump pourrait s'effondrer si le conflit reprenait. Je pense que Donald Trump veut justement que cette guerre fasse partie de son héritage. Il passera probablement les 2 ans et demi à venir à protéger cet accord, ce deal, ce protocole, cette paix, peu importe comment on l'appelle. Et ça implique de garder les Israéliens sous contrôle. Mais du côté iranien aussi, ils doivent, enfin bien sûr, ils diront qu'ils veulent une victoire au Liban, mais à leurs propres conditions, évidemment. L'expulsion de l'occupation israélienne. Mais ils doivent aussi être, disons, assez lucides pour comprendre les limites de leur influence ici. Donc je pense que ce qu'on va voir, c'est... Enfin, l'autre chose aussi, c'est que pour les Iraniens, Nima, écoute, ce ne sont pas seulement une puissance régionale, c'est une puissance mondiale. Ils l'ont prouvé. Et quand on est une puissance mondiale, on doit être capable d'exercer son influence ailleurs. Bien sûr, ici, on parle de la région. Mais pour les Iraniens, ce n'est pas suffisant, je pense, de simplement montrer qu'ils ont su défendre leur souveraineté, qu'ils ont su dissuader des attaques contre leur pays, qu'ils peuvent gagner une guerre à leurs frontières. Il s'agit aussi d'avoir un rôle plus lointain, d'avoir une présence, une influence dans un autre pays. C'est comme ça qu'on montre qu'on est une puissance régionale, qu'on est une puissance mondiale. Il faut assumer ce type de rôle. Et avec ce rôle vient forcément l'idée de faire des choix, et parfois des concessions, si on peut dire. Alors je pense que la concession au Liban ressemblera à ceci, et qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas ce que je souhaite voir. Mais je pense que cette concession prendra la forme d'un retour du Liban à la situation d'avant mars 2026. Que le cessez-le-feu, celui qui a été imposé entre novembre 2024 et mars 2026, deviendra en quelque sorte le statu quo. Israël se retirera en grande partie de certaines zones du Liban. Et je pense qu'on voit déjà les Israéliens parler en termes de zones de sécurité et de zones tampons. Et on parle de ces fameuses zones pilotes, où l'armée libanaise va en quelque sorte remplacer l'armée israélienne. Je pense que c'est ce qu'on va voir. Les Israéliens vont probablement abandonner leur position au sol dans le sud du Liban à un coût politique énorme, avec beaucoup d'angoisse et même d'hystérie en Israël.
Mais en échange, ils obtiendront la possibilité de mener une occupation à distance, une sorte d'occupation par le feu, si on veut. C'est-à-dire contrôler le sud du Liban grâce aux drones, à la surveillance, aux avions pilotés et tout ce qui va avec. Donc, en réalité, même s'il n'y a plus de troupes israéliennes sur place, le sud du Liban devient d'une certaine manière une zone de tir libre pour l'armée israélienne. Et malheureusement, je pense que les différentes parties vont présenter ça comme une victoire pour tout le monde. Ce sont les concessions que tout le monde devra faire pour que l'accord aboutisse. Je pense que c'est ce que Donald Trump et la Maison-Blanche vont essayer d'imposer aux Israéliens. Peut-être que pour les Israéliens, la contrepartie, c'est de se dire « Vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez en Palestine, avec notre soutien, d'accord ?» En gros, on échangerait une occupation au Liban contre la liberté de poursuivre, comme vous le souhaitez, votre occupation, votre nettoyage ethnique, votre génocide à Gaza, votre annexion de la Cisjordanie. Je pense que c'est ce compromis-là qui pourrait se produire. Mais évidemment, ce n'est pas beau à voir, c'est même très laid. Et pourtant, c'est là-dessus que repose ce protocole d'accord et sa réussite. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que je souhaite, mais je pense que c'est ce qui finira par se produire. Pensez-vous que si c'est le cas, les Israéliens vont pouvoir retourner chez eux dans le nord du pays? Ou bien vont-ils rencontrer le même genre de problème? Je pense que les Israéliens vont revenir vers eux. Je crois que ça fera partie de l'accord. Il n'y aura pas d'attaque en dehors du sud du Liban. La guerre, le conflit, restera limité à cette zone. Et ce sera une guerre de robots, une guerre de drones. On a d'ailleurs vu des développements très intéressants du côté des capacités de défense aérienne du Hezbollah. Donc, même si je dis que la situation va redevenir comme elle était, disons, entre le 24 novembre et le 26 mars, je veux revenir sur ce que j'ai dit à propos de la zone de tir libre pour les Israéliens. En réalité, ce sera leur règle d'engagement. Ils tueront qui ils voudront. Mais leur liberté d'action ne sera plus du tout la même qu'avant, sous aucune forme. Les défenses aériennes du Hezbollah, dont on voit déjà des exemples, seront utilisées pour abattre ces drones israéliens. Et on pourrait même voir le Hezbollah commencer à utiliser des drones de combat en vue à la première personne. Ces drones conçus pour aller détruire d'autres drones. C'est probablement ce qu'on pourrait observer au-dessus du sud du Liban. Et ça, c'est catastrophique. C'est dévastateur, terrible pour les habitants du sud du Liban, pour plus d'1 million de personnes qui vivent là-bas. Mais malheureusement, je pense que c'est le compromis qui va être fait. Parce que selon moi, tout tir qui atteindra Israël servira de justification aux Israéliens pour frapper au-delà du sud du Liban. Voilà. Et de la même façon, tout incendie ou toute attaque israélienne au nord du sud Liban servira de justification, non pas forcément pour des attaques du Hezbollah dans le nord d'Israël, même si ça peut arriver, mais pour que les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont se régler, que ce sera le modus vivendi, si vous voulez. C'est pas ce que je souhaite. Ce n'est certainement pas ce que la plupart des Iraniens souhaitent, ni les Libanais d'ailleurs. Mais je crois qu'au fond, c'est l'accord qui finira par s'imposer. Et chacun pourra dire, d'un côté, qu'il y a eu un retrait réel, ou de l'autre, non, on n'avait pas besoin d'être présent physiquement sur le terrain. On a la zone de sécurité, et on frappe le Hezbollah dès qu'il pointe le bout du nez, et ainsi de suite. Matt, est-ce que tu penses que Benjamin Netanyahou est en train de perdre le pouvoir? Tu sais, j'ai vu un sondage, il a chuté. Donald Trump a perdu 30% dans l'opinion publique israélienne.
Je ne pense pas qu'il va devenir le prochain Premier ministre, comme il a dit qu'il pourrait le faire. Mais ce serait quelque chose, non? Je te le dis, Nima, si Donald Trump était une série sur Netflix, je regarderais chaque épisode. Je l'ai déjà dit, mais imagine un peu, la prochaine saison, ce serait lui qui part en Israël pour devenir Premier ministre. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Je ne sais pas. Eh bien mince, j'ai un trou de mémoire sur les chiffres de Netanyahou, mais il a clairement chuté en popularité. D'après les sondages que j'ai vus la semaine dernière, l'opinion du public israélien sur cette guerre, sur le fait qu'elle soit perçue comme un échec, sur le leadership de Netanyahou, était très négative, quel que soit l'indicateur. Et je crois aussi avoir vu un sondage disant qu'Eisenkot battrait Netanyahou, qu'Eisenkot deviendrait Premier ministre. Mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de ce sondage. Il faudrait que je vérifie. En tout cas, c'est certain. Tout cela a beaucoup nui à Benjamin Netanyahou. Il se retrouve dans une situation où tout le pays semble uni contre la décision qu'il estime être contraint de prendre sous la pression des Américains. Et on verra si Donald Trump exerce vraiment l'influence qu'il peut avoir sur Netanyahou pour servir ses propres intérêts. Trump n'a aucune loyauté envers le Parti républicain. Il n'en a pas non plus envers Israël. Il n'a aucune loyauté envers Miriam Adelson ni envers les donateurs, surtout maintenant qu'il ne se représentera plus. La seule loyauté de Donald Trump, c'est envers lui-même. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir les États-Unis utiliser réellement le pouvoir, le contrôle, l'influence qu'ils ont sur Israël. Comme l'a dit J.D. Vance, c'est nous le partenaire principal, eux sont le partenaire secondaire. C'est nous la superpuissance. Tu sais, cette relation d'empire à vassal pourrait bien être mise à nu à cause des caprices et des intérêts personnels de notre empereur un peu fou. Mais, clairement, la pression sur Netanyahou est énorme. Les commentateurs israéliens répètent sans arrêt qu'ils n'ont jamais vu le public israélien aussi uni qu'il l'est aujourd'hui contre un cessez-le-feu ou contre la fin de la guerre au Liban. Et bien sûr, on comprend très bien la position de la coalition au pouvoir de Netanyahou sur tout ça. Les élections approchent, elles auront lieu dans quelques mois. Mais imagine un peu si les élections n'avaient pas lieu avant un an. Son gouvernement s'effondrerait si une chose pareille devait se produire.